Nous sommes mardi 17 décembre. Eh ben, ça se sent qu'on approche des congés. Déjà, on perd un peu le fil, mais on y va, on va y arriver. Je suis avec Hugo. Hugo, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Salut Christian, ça va bien. Ça va super bien. C'est une belle journée qui commence pas trop froide, même si ça glisse assez. On dirait qu'on a versé de la glu sur le sol. Ouais. Mais ça se passe bien. Oui, pour l'instant. Après, si on prend le blizzard un peu plus tard, on se donnera des nouvelles. Il va revenir dans quelques heures. On s'apprête en tout cas. Pour le moment, en tout cas, c'est une belle, un beau début de journée. Oh là là. Faut que je me retrouve, franchement. Je suis déjà trop dans les vacances. Bientôt. Et donc, aujourd'hui, on parle comme d'habitude des informations ici à Winnipeg, au Manitoba. C'est toujours un plaisir de te recevoir et de parler aussi de ce qui se passe à la Liberté, parce que c'est un média, je dirais le média un peu très suivi par la communauté, le plus accessible en tout cas. Et donc ce que vous dites nous intéresse aussi. Et donc on a eu quelques titres assez intéressants qui ont attiré notre attention, dont on aimerait parler aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait commencer à parler du fait de décoloniser les archives? De quelle archive est-ce qu'on parle? Alors, absolument. Décoloniser ces archives, c'est le travail qu'entreprend la Société historique de Saint-Boniface depuis 2021 maintenant. Donc c'est la directrice générale de la SHSB, Émilie Pigeon, qui nous parle du processus qui est en cours. Et elle explique d'abord, et c'est important, il faut bien le comprendre, qu'il ne s'agit pas de changer l'histoire ou d'apporter des modifications directement sur les documents d'archives. L'objectif ici, en fait, c'est de réviser les bases de données de ces archives, de modifier les termes et les mots qui ont été hérités du colonialisme. En fait, on souhaite que le vocabulaire employé dans les bases de données toujours soit plus juste et qu'il décrive correctement les lieux, les individus, ainsi que le contenu en fait que l'on retrouve quand on fait des recherches. Par exemple, si on est à la recherche d'un document spécifique, on va être en mesure maintenant dans la base de données d'utiliser des termes qui sont corrects, quoi, qui sont des termes plus modernes. Et en fait, c'est ça. Il s'agit donc de modifier les noms des lieux, des peuples, des Premières Nations en utilisant des termes qui sont appropriés. Exactement. Et donc ça vient aussi dans une optique de, je dirais pas de préserver, mais de reconnaître réellement qui sont les réels acteurs de l'histoire en fait. Oui, il y a beaucoup de ça. Émilie Pigeon, elle dit aussi que c'est une suite logique. En fait, la société, elle a évolué et l'état d'esprit, je dirais, de la société n'est plus du tout dans une politique d'assimilation, et il faut que ça se reflète au sein des archives. Et puis tout ça s'inscrit bien évidemment dans une démarche de vérité et de réconciliation, évidemment. Exactement. Et on reste dans le cadre du Manitoba, ou alors c'est quelque chose qui tend à s'étendre sur tout le reste du Canada? Je pense que c'est un travail qui est fait. Ça faisait partie des appels à l'action de la commission Vérité et Réconciliation. Donc c'est quelque chose qui se fait dans toutes les bases d'archives, dans toutes les bases de données d'archives. Au pays. Exactement. On espère donc que ce sera quelque chose qui sera concluant et que on pourra avoir plus de reconnaissance envers toutes ces personnes-là qui ont créé l'histoire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Après, on va faire un petit détour au niveau des sacs de compassion, parce que c'est quelque chose dont je pense qu'il est assez important de parler, même si c'est vrai que ça a déjà été fait, mais on aimerait revenir un peu là-dessus. On parlera des sacs de compassion, parce que la compassion, c'est très important, surtout en période de fête. Comment est-ce que ça marche? Qui sont les précurseurs? C'est quoi l'histoire? Oui, tout à fait, c'est important, c'est génial qu'on puisse en parler un petit peu. Il faut savoir que les gens ont encore du temps pour participer à l'initiative. Dans l'édition du 10 décembre de La Liberté, les lecteurs normalement ont pu trouver un sac brun qui a été encarté dans leur édition du journal. Et en fait, ça fait partie de cette initiative, donc des sacs de la compassion. C'est une initiative de La Liberté au départ. En fait, le but du jeu, ça va être de remplir ces sacs-là de denrées alimentaires qui sont non périssables. Et les gens pourront après les déposer dans des lieux de collecte. Ces lieux de collecte, il y en a vraiment beaucoup. On a beaucoup de partenaires. Vous pouvez trouver la liste complète en page 16 de notre journal. Pour en citer juste quelques-uns, il y a beaucoup d'écoles de la DSFM, par exemple, qui participent à ça. En ville, on a le collège Louis Riel, mais il y a aussi, si vous êtes au rural, l'école à Notre-Dame de Lourdes qui participe. À Sainte-Anne, par exemple, vous avez l'accueil Catry aussi, où vous pouvez déposer vos sacs bruns. Donc
je suis obligé de remercier aussi les partenaires parce que cette initiative-là, elle a été rendue possible par notamment la Caisse Groupe Financier, la DSFM, Réseau Compassion, l'Archidiocèse de Saint-Boniface, le Centre Flavie, Pluriel, l'Accueil francophone, Together for a Strong World et bien sûr Envol 91. Donc voilà, vous avez encore un peu de temps. Il y a des points de collecte qui restent ouverts jusqu'au 4 janvier. Donc les gens ont jusqu'à là pour donner. Et puis si vous n'avez pas reçu votre édition du 10 décembre, si vous n'avez pas votre sac brun, je vous invite à nous contacter. Exactement. Et donc, ça fait très plaisir de pouvoir partager. Et aussi, nous, en vol, ici, on a reçu nos sacs. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens ont du cœur sur la main. Même si on tague notre génération d'être une génération individualiste, mais il y a toujours cette notion du partage-là qu'on arrive à véhiculer. Ouais, absolument. Et puis surtout au Manitoba, on en parlait encore dans les nouvelles cette semaine. Le Manitoba est toujours en tête des listes pour tout ce qui a trait à la philanthropie, au bénévolat et puis à la compassion de manière générale. C'est ça la beauté du Manitoba, une grande ville mais avec le cœur d'un petit village. On parlera aussi du fait de soutenir aujourd'hui et nourrir demain. Ça, vous l'avez peut-être vu passer aussi dans les nouvelles, mais c'est le West End Cultural Center qui faisait face à des difficultés financières. Finalement, ma collègue Anaïs Nzelomona, elle est allée à la rencontre de Rain Hamilton, qui est en charge du marketing et de la communication là-bas, donc au West End Cultural Center. Et cette fois-là, on avait une bonne nouvelle à partager. En fait, le centre qui opère depuis plus de 30 ans et qui est une véritable institution culturelle à Winnipeg, comme je le disais, avait des difficultés financières. Alors, c'est un organisme à but non lucratif. Ils avaient donc fait un appel aux dons pour être en mesure de poursuivre leurs activités. Et ils ont finalement dépassé leur objectif qui était au départ de 50 000 $ au départ. Finalement, ils ont récolté 70 000 $. Incroyable. Donc c'est une belle nouvelle, mais malheureusement, avec ce sujet-là, on soulève aussi un petit point noir, c'est que le secteur culturel, il semble qu'il soit un petit peu menacé. Ma collègue parle dans son article, elle fait le lien avec un rapport de Hill Strategies Research qui faisait état en octobre dernier d'une baisse de la participation et des revenus des industries et organismes culturels enregistrés. C'est une baisse qui est constante et stable depuis 2019. Alors effectivement, il y a des inquiétudes qui subsistent, mais on envisage aussi certaines pistes de solutions. Donc ça passe toujours par la programmation de ces organismes-là, et puis aussi par des levées de fonds comme c'est le cas. Après, malheureusement, on le sait, tout coûte de plus en plus cher. Exactement. Et je crois que les subventions gouvernementales, elles, ont du mal à suivre le rythme. Malheureusement. Et donc, justement, en restant dans ce truc culturel un peu estival, un peu cool, est-ce qu'on pourrait faire un petit détour sur ce sujet-là qui est assez intéressant, je dirais assez cocasse aussi. On parle du fait qu'au Canada, le pourboire soit devenu une source de mécontentement. Oui. Avant, c'était une source d'acquiescement, je pense souvent même d'un statut, parce qu'avant c'est pas n'importe qui. Maintenant surtout c'est pas n'importe qui donne le pourboire, mais c'est devenu aussi une source de mécontentement des gens. Oui, c'est le point de départ de cet article. C'est un article de Jonathan Sema, donc mon collègue. En fait, c'est une étude qui a été menée par Options Consommateurs. Et elle s'intéresse donc à l'évolution des pratiques en matière de pourboire au Canada. Et ce qui est ressorti de cette étude, c'est une, entre guillemets, écœurantite. En somme, c'est un ras-le-bol, de la part des consommateurs canadiens. Il y a dans cet article et dans ce rapport beaucoup de chiffres qui sont très intéressants. Il y a plus de détails dans l'article en lui-même, mais je peux vous citer celui-là, c'est que le taux moyen de pourboire donné est passé de 16% en 2019 à 20% en 2023. Et les pourcentages en fait qui sont suggérés aujourd'hui aux machines et suggérés aux consommateurs, alors qu'auparavant ils étaient entre 5, 15 et 20%, aujourd'hui on est monté à 20, 25 et 30%. Il y a la façon dont on aborde le pourboire est en train de changer depuis quelques années et on se rend compte qu'on en demande de plus en plus. Donc il y a des recommandations dans cette recherche et puis dans cet article on en parle. Il faut pas se sentir forcé. On a bien conscience que le coût de la vie, comme je le disais là un peu plus tôt, le coût de la vie est de plus en plus élevé. Les revenus ne le sont
pas nécessairement. Donc il faut pouvoir donner en fonction de ses moyens et ne pas se sentir forcé de le faire. Il faut aussi se méfier parce que dans le rapport on mentionne par exemple il y a parfois des établissements qui dans la note comprennent déjà des frais de service. Et en plus de ces frais de service-là, demande des pourboires. Donc il faut aussi que le consommateur dans sa démarche soit parfois un peu plus attentif et puis qu'on fasse attention, quoi. Aussi, je pense que c'est assez compliqué de pouvoir faire attention quand tu vas au restaurant parce que déjà t'as pas envie forcément que tout le monde te voit en train de regarder une facture comme si c'était un livre. Ensuite de prendre le temps de calculer avant de payer. Souvent t'as peur du regard des gens autour de toi. C'est un peu plus ça qui fait que tu donnes quelque chose. Mais le pourboire, franchement. Ça fait aussi partie du choc culturel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils arrivent ici au Canada, qui n'ont jamais été forcés de donner un pourboire, mais aujourd'hui qu'ils arrivent, qu'ils payent quelque chose et qu'ils se rendent compte que déjà le prix affiché n'est pas le prix que tu payes avec les taxes qui font que le prix augmente. Ensuite, en plus de ça, on te demande encore un pourboire. Finalement, tu payes le double de ce que tu es censé acheter et ça fait que ça crée beaucoup de mécontentement aussi, je comprends. Oui, ça c'est sûr. Si on parle de la communauté qui est issue de l'immigration, c'est certain. Je regarde James parce que je sais que tu as vécu à Paris. Le pourboire, c'est pas obligatoire. On va le donner. Je sais que j'ai toujours donné du pourboire. Et puis certainement que je suis très chanceux d'avoir pu le faire toute ma vie, mais c'est sûr que la culture autour du pourboire est très différente. Et effectivement, cette affaire de taxes le prix affiché n'étant pas celui que tu as à la caisse, ça, j'avoue qu'au départ, c'est très déstabilisant quand on arrive, et surtout que ça fait 3 ans. Moi, les mathématiques, c'est catastrophique. Oh là là. Donc, je suis incapable de ne serait-ce que faire une estimation de ce que je vais avoir à la caisse, quoi. Donc, pour moi, la vie est une surprise. À chaque fois que je fais les courses et tout ça, c'est, Au départ, c'était assez compliqué pour moi, mais après, maintenant, quand tu soulèves un article, heureusement, moi, j'ai fait les taxes et à l'USB, j'ai fait la mathématique financière. Donc, ça fait que je sais quelle est la taxe provinciale, quelle est la taxe fédérale. Donc, quand je prends un article qui fait $75, je sais que je vais payer 90. Okay. Donc, dès que je vois. mais c'est ça. Mais tu vois, c'est important. Par exemple, je pense que pour les gens qui s'installent au Canada, ça pourrait être intéressant d'avoir justement ce genre de cours. Je pense que c'est un besoin d'éducation, hein, véritablement. Exactement. Parce que moi, je sais pas, je connais pas toutes les taxes qu'on va m'imposer, donc on peut facilement prendre avantage de toi aussi. Exactement. Il y a un vrai sujet là, là c'est certain. Hein. Et en plus, les taxes sont pas pareilles partout. Au Manitoba, la taxe provinciale est différente de la taxe provinciale à Montréal, par exemple, qu'au Québec ou en Alberta. Donc, ça fait que si tu achètes un objet à $75 ici au Manitoba, avec ta taxe provinciale qui est un peu plus grande que celle, par exemple, au Québec, tu peux payer peut-être de $75 à 90. Et à Montréal, acheter peut-être de $75 à peut-être 85 ou 87. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses aussi, même au niveau des mortgages, quand les gens prennent des hypothèques, quand les gens prennent du crédit, la marge de pourcentage qui augmente au fil des années. Tout ça, on n'a pas forcément besoin d'être fort en maths, mais il faut qu'on t'ait appris pour que tu saches. Absolument. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très important aussi. James, qu'est-ce que toi t'en penses de ça? Moi, comme tu l'as dit, Christian, donc la taxe provinciale, ça varie d'une province à l'autre, puisque j'ai vécu au Québec aussi. Et quand on fait la déclaration d'impôt, il faut à chaque fois payer une taxe pour le Québec, une taxe pour le gouvernement, l'État fédéral. Et j'ai fait ma déclaration d'impôt au Manitoba et cette année, je suis arrivé en novembre. Donc, et j'ai remarqué que c'est pas pareil quand j'étais au Québec. Donc, parce que, à ce que je comprends, et pour le Manitoba, c'est le gouvernement fédéral qui perçoit la taxe. Alors que pour le Québec, donc il y a le gouvernement du Québec et puis le gouvernement du Canada. Donc, je comprends qu'on paie 2 fois. Exactement. Et qu'en plus, on te fait payer un pourboire. Hein? Ouais. J'ai été choqué la première fois que j'ai payé un pourboire. C'était dans un aéroport, je ne me rappelle pas si c'était au Canada ou aux États-Unis. Et j'ai acheté une bouteille d'eau, je prends un café et après, on me demande de payer un pourboire.
Si c'est à l'aéroport, oh là là. Ouais, parce qu'il y a, et c'est quelque chose dont on parle dans le rapport, c'est par moment tu as du mal à comprendre aussi pourquoi on te demande un pourboire exactement. Il y a comme tu le disais là, tu es à l'aéroport, tu vas chercher toi-même ton café et ta bouteille d'eau et on te demande un pourboire. Surtout dans la poche de qui est-ce que ça va le Oui, il y a ça. Je pense qu'il faut avoir espoir qu'il y a une belle transparence là-dessus et puis que le pourboire va aux personnes qui te servent. Voilà. Là, peut-être aussi pour préciser quoi, le rapport à aucun moment dit qu'il ne faut pas donner de pourboire, ça c'est hyper important. Exactement. Il y a le salaire de certaines personnes en dépend, donc c'est important de le faire. On rappelle là ce qui est souligné dans ce rapport, c'est que les pratiques changent. Les pratiques sont en train de changer et je pense que et on est dans la société aujourd'hui, il y a une belle partie de la société qui a de plus en plus de mal à donner autant qu'ils le peuvent quoi. Exactement. Je pense que ça relève de la responsabilité de nos élus, donc de défendre nos droits en tant que consommateurs. Donc si on paie déjà la taxe, et pourquoi exiger un pourboire? Donc je pense que ça c'est volontaire. Moi je peux décider de donner un pourboire, mais on ne doit pas m'imposer ça. Ok. Merci beaucoup Hugo. C'était une très très belle conversation. C'était des sujets qui ont eu une belle conversation. C'était une belle dernière aussi pour cette année. Merci à toi de nous avoir accompagnés toute cette année, même si on a commencé qu'en septembre, je pense. On a repris un peu sur le tard, mais de toute façon on se revoit l'année prochaine en 2026. Merci beaucoup. Toujours un grand plaisir.